Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien pour vous, hein, que vous l'avez bien entamé, que vous écoutiez cette vidéo le matin ou le soir ou à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'espère que tout va bien. C'est ça qui est très très important. Nous sommes le 30 décembre 2022. On va bientôt faire un pas vers 2023. Ça c'est cool, ça me fait plaisir. J'adore penser à réfléchir à ce qui peut se passer en 2023. Et puisque je pense qu'on est tous à peu près pareils, hein, on fait des plans sur la comète comme on dit. Mais malheureusement, hein, je me suis rendu compte avec le temps que on peut juste faire des plans sur la comète, hein. Moi quand j'étais gamin, je me faisais des plans sur l'avenir, sur ce que j'allais faire, pas faire, etc., etc. Et puis rien ne s'est passé comme je le désirais, comme je voulais. Au fur et à mesure, les choses ont changé, les choses sont transformées. Et parfois, c'est pas toujours mal, attention, hein. Moi, il m'est arrivé plus de bonnes choses dans ma vie que de mauvaises choses. Donc, je suis extrêmement content de ça. Mais je ne les imaginais pas. Je ne pouvais pas les réfléchir. Je ne pouvais pas les penser, les imaginer. En tout cas, ça, c'est clair. Donc, voilà. Et pour notre marché, c'est à peu près pareil, hein. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. On essaye d'arranger ça à notre sauce, hein, parce que psychologiquement, on a besoin d'être bien, mes amis, ce qui est normal, hein. Donc, on verra ça par la suite, en tout cas. En tout cas, je vous ai mis comme titre La tempête égalise le sable. Et est-ce qu'on est en zone d'achat, de rachat? Ça, on va en parler. La tempête égalise le sable. Pourquoi? Parce que après une grosse tempête, enfin, c'est une tempête, c'est dévastatrice, hein, évidemment, hein, ça fait des dégâts terribles, etc., etc. Dans le désert, hein, on connaît un petit peu le désert, dans le désert, bah, ça légalise le truc, tout est plat, vous savez, on a l'impression que après, quand tout est plat, qu'on peut tout reconstruire dessus, qu'on peut repartir de nouveau, bah, c'est un peu ça. Après une tempête, beaucoup de dégâts, on détruit tout, on remet tout à plat et on repart. Eh bien, c'est ce que je pense qui va se passer un peu dans notre écosystème. On a vécu en 2022 une grosse tempête qui n'est pas terminée. Il y a encore des bourrades, là, des bourrasques. On a encore ça actuellement. Donc, on va encore vivre peut-être des mauvais coups quelque temps. Mais à un moment donné, ça va s'aplatir, ça va s'aplanir, s'aplatir, s'aplanir. Et on va repartir vers quelque chose d'assez sympa. C'est comme ça. Le monde a toujours été comme ça, mes amis, hein. Quand vous regardez historiquement, ça a toujours été comme ça, avec des belles époques, des bonnes époques, avec des mauvaises époques, etc. Le monde a toujours été comme ça. Et il faut certains éléments déclencheurs pour que ça reparte autrement. Et on va connaître ça dans X temps, en tout cas, je le souhaite, le plus rapidement possible. Et nous, comme tous les jours, on fait une chronique justement pour voir un peu notre écosystème, comment il fonctionne, mes amis, hein, comment il fonctionne, comment il avance. Et on va parler de la Turquie, de la Chine, on va parler des Bahamas, ça c'est pour le soleil. On va parler du Solana, on va parler de quelques échanges, on va parler de minage et de cotis. Voilà, allez, et peut-être deux, trois autres choses en même temps, hein, puis quelques petits commentaires, j'adore ça, vous le savez, hein, vous avez bien compris. Allez, on a un marché rouge, 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 bon, allez, ça en passe, hein, c'est pas terrible, c'est pas terrible. On a un BTC 16 506, un ETH à 1191. L'ETH il a perdu en 24 heures 0,59 et en 24 heures le BTC a perdu 0,53. C'est pas grave, hein, dans un système d'actifs risqués, 0, 1%, 2%, c'est rien du tout, hein, ça passe, ça va et ça vient de, comme de rien. Et donc, on a les 100 premières, là, en une journée, vous voyez, sur les 100 premières cryptos, eh bien, on a pas mal de rouge, hein, du rouge, avec quelques-unes qui sont un petit peu en vert, hein, qu'on fait des petits pourcentages, là, voilà. Bon, voilà, tout le marché n'est pas éteint, notre marché est toujours là. La guerre en Ukraine, malheureusement, on est obligé d'en parler tout en une seconde pour envoyer une pensée vers eux, hein, évidemment, une bonne pensée, quelque chose de positif si c'est possible. On pense à tous ces morts, hein, on pense à tout ça et on espère que ça va s'arrêter un jour ou l'autre. J'espère qu'on ne va pas faire un an de guerre en Ukraine, ce serait quand même bien embêtant. Et on est quand même malheureusement parti pour. Ça c'est pareil, on connaît tout ce qui s'est fait, on connaît aujourd'hui comment ça se passe, et on ne sait pas demain ce qui va se passer. En tout cas, une tendre pensée pour eux. Et évidemment que tout ça, ça joue sur notre économie mondiale, hein. Donc maintenant, vous allez trouver sur Internet là, les jours qui vont venir. Tout le monde fait son petit bilan sur 2022 et donc parler de l'avenir en 2023. Encore une fois, quand vous lisez les choses, gardez toujours en mémoire que les bilans qui ont été faits en 2021 pour 2022, ils se sont ramassés la gueule, mais complètement, mes amis, hein. Donc d'accord,
tout l'ensemble quasiment, hein, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hein. Parce que quand les choses montent, quand les marchés sont positifs, il y a bien des petites pensées en disant un jour on va retomber, on ne sait pas quand, on ne sait jamais quand. Mais et quand le marché est positif, tout le monde est positif, hein, on connaît ça. Hein. Il suffit qu'un marché reprenne un peu le sourire et ça y est, tout le monde rentre dedans en oubliant tout ce qui s'est passé avant. Hein, c'est comme ça. Et on vivra ça encore par la suite. Donc là, on va faire attention à tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va entendre. En revanche, il faut aller voir, écouter. Il y a des gens qui se cassent la tête à vous faire des articles, à parler des news et à faire des petits bilans. Faut aller le faire. Le bilan, on le fait entre nous, on en parle. Je vous dis carrément comme je vois les choses. Hein. Je me mouille sur l'avenir, comme on dit, quand on est entre nous, évidemment. Hein. Et, et, euh, et voilà. Et voilà. Donc, en tout cas, 2022 est bientôt mort, vivement 2023 mes amis, et on verra, on fera face à tout ça. Hein. Et là c'est pareil, alors la Turquie, je vous dis qu'on parle de la Turquie réalise ses premières transactions en lire numérique. Hein. Bon, ce sont des essais un petit peu tout ça, mais ils se mouillent, on en avait parlé déjà, on en avait parlé il y a longtemps, ça veut dire le journal du coin, vous voyez, Turquie, une crypto-monnaie d'État finalisée en 2020 selon Erdogan. Vous voyez, on en parle depuis longtemps, donc je vous ai mis cet article, vous lirez parce que c'est intéressant. C'était Rémi R qui avait qui avait commencé à en parler là, et d'autres journaux aussi évidemment à l'époque. Hein. Et donc allez lire ça aussi, c'est intéressant hein, de faire un petit peu le point avec aujourd'hui de la manière dont ils voient les choses, c'est toujours cool. Et je vous ai mis le lien aussi ici de Turkish, je ne prononce pas parce que ça je serais incapable de prononcer tout ça, mais vous avez le communiqué de presse hein, qui a été dit pour ça, donc c'est intéressant aussi de le voir. Je vous ai mis le lien, vous irez le voir. Un ancien banquier central chinois déclare que l'utilisation du yuan numérique a été faible. Bon, ben voilà, hein. Il a été faible, mais ils n'abandonnent pas. Pareil, vous irez lire tout ça si vous en avez envie. Ça a été faible, mais ils n'abandonnent pas du tout. Hein. Ils vont propager ça dans d'autres provinces, justement, pour continuer à développer ça. Hein. Bon, je sais qu'on critique énormément la Chine. Moi, je connais très, très, très bien la Chine, puisqu'en réalité, je suis expert en art asiatique et je suis un spécialiste de la Chine, donc je connais très, très bien la Chine. Ils ne sont pas avec un pistolet en train de dire aux gens sers-toi du numérique, hein, sinon tu vas aller en prison pendant 300 ans. Hein. Non, ça, c'est souvent des conneries qu'on entend, mais bon, passons. Chacun fait comme il veut. Ça ne se développe pas parce que les Chinois ont le même problème que nous ici. Puis ils ont d'autres problèmes encore, je vais juste revenir dessus une seconde. Ils ont le même problème que nous, c'est quelque chose, le numérique, et beaucoup de gens là-bas n'y croient pas. Hein. Comme nous ici, la majorité des gens n'y croient pas, on est bien d'accord avec ça. Hein. Maintenant, quand l'État fait quelque chose, quand nous, l'État ici, va mettre la monnaie numérique, on va aller dessus. Il y a plein de gens qui vont y aller parce qu'ils vont se dire, sécurisé par l'État, donc on remplace simplement le dollar, l'euro par de la numérique, sera pareil, puisqu'on paye avec nos cartes de crédit déjà. On a déjà des cartes en plastique, donc les gens sont déjà habitués à ça. Ce qui pénalise un petit peu la Chine, c'est que nous, les Français, nous sommes assez malins depuis longtemps quand même, puisqu'on supprime les espèces de plus en plus. Maintenant, un commerçant ne peut plus acheter au-dessus de 1000 euros. Bon, les espèces sont supprimées. On sait bien que maintenant, vous allez être puni. Vous allez avoir une mise à mort si vous utilisez des espèces. Je rigole, je plaisante, on ne va pas vous mettre à mort, mes amis. Mais vous n'avez pas le droit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, hein, d'accord ? Donc, la Chine, en revanche, avec les espèces, vous pouvez toujours vous servir d'espèces là-bas. C'est vrai qu'ils ont diminué la manière de faire depuis très longtemps grâce au téléphone. Parce qu'avec les téléphones, là-bas, depuis très longtemps, ça fait 25 ans que j'y vais. En Chine, vous pouvez payer depuis très 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 longtemps avec votre téléphone, n'importe quel montant. Hein. Vous pouvez faire des transactions de n'importe quel montant avec quelqu'un d'autre en a rien de temps, quoi, en une fraction de seconde, on va dire. Eh bien, nous ici, on commence simplement à faire tout ça, vous voyez. Et donc, eux, ils ont ce problème-là actuellement, c'est que les gens sont encore bien habitués à leur téléphone hein, en Chine. Donc, aller sur du numérique alors qu'ils ont déjà un système qui marche déjà très bien comme ça, ils voient peut-être pas trop le problème non plus, hein, c'est possible. Hein. Et ils ont, je répète, tous ces espèces qui sont encore disponibles là-bas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Vous allez à votre distributeur, vous avez besoin d'argent. Eh bien, en règle générale, souvent, on vous donne l'argent, que vous avez de l'argent, on vous le donne. Il n'y a que le distributeur, s'il n'a plus de sous, il ne vous le donnera pas, mais voilà. Et donc, nous, on voit ça un petit peu différemment, mais l'expérience qu'il y a en Chine
est très intéressante à suivre, puisque ce qui va se faire là-bas, ça se fera chez nous dans quelques temps, hein, exactement. Hein. Même si les conditions politiques sont totalement différentes, mais au niveau de l'acceptation des populations, des choses comme ça, c'est exactement pareil. Hein. Donc voilà, ils ont quand même un train d'avance sur nous, hein, je vous ferai remarquer, hein, parce que moi j'aurais aimé que ça soit nous, les Français, qui en premier soyons sur le numérique, commencer à faire des choses comme ça, etc. etc. Sur le numérique, on y est, hein, mais sur les monnaies, la monnaie digitale et sur des choses comme ça. J'aurais bien aimé que nos banquiers soient en avance là-dessus. Mais malheureusement, nous sommes les meilleurs du monde, les Français, mais nous ne sommes pas toujours en avance quand même. Hein. Allez, je continue. The Block, le régulateur bahamien détient 3,5 milliards de dollars d'actifs clients FTX. Voilà, il nous explique pourquoi. The Block, pareil, hein, vous allez lire tout ça. Et nous, il nous explique... la Sécurité Commission des Bahamas détient plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs clients FTX depuis le 12 novembre, selon un communiqué du régulateur publié jeudi soir. La décision de prendre la garde des fonds, en particulier des FTX Digital Market Ltd, de l'échange de crypto, a fait suite à des problèmes de sécurité. Quelques heures après que l'échange cryptographique effondré ait demandé la protection de la faillite, entre 370 et 400 millions de dollars d'actifs cryptographiques ont été volés dans le portefeuille de l'échange. Le pirate fait actuellement l'objet d'une enquête par le ministère américain de la Justice. On sait tout ça, on sait déjà tout ce genre de choses. Hein. Alors, les fonds sont stockés sur des portefeuilles numériques contrôlés par la Commission pour la garde, a écrit la Commission dans le communiqué. Les actifs resteront sous le contrôle de la Commission jusqu'à ce que la Cour suprême des Bahamas ordonne leur restitution aux clients et créanciers de FTX. Un peu compliqué tout ça, hein. On verra avec le temps, hein, parce qu'entre ce qui va se passer aux États-Unis, Bahamas, ça, on verra, on fera le bilan dans X temps. C'est l'affaire FTX, on en parlera à longueur de temps, parce que je crois qu'on n'a pas fini. Hein. Et alors Solana, on va parler 2 secondes de Solana, parce que malheureusement Solana, qui était bien impliqué, attention, hein, Solana c'est pas FTX, hein, et FTX c'est pas Solana, hein, mais il détenait énormément de jetons, tout ça, de Solana, FTX, donc c'est un peu compliqué. Hein. Là, on dit dans cet article, Solana rejoint les rangs de FTT, hein, Luna, avec un prix sol en baisse de 97% par rapport au pic. Un rebond est-il possible? Ça, c'est Cointelegraph qui nous dit ça. Vous aurez le lien, vous allez lire tout ça, on ne va pas rester 3 heures dessus non plus, parce qu'on n'a pas le temps. Moi, mon idée, et il y en a d'autres qui donnent leurs idées, d'ailleurs, je vais avancer. Là, nous avons notre ami Vitalik Buterin, hein, Ethereum, nous connaissons bien, le prix sol se redresse alors que Vitalik tweet le soutien à la communauté Solana. Voilà, il soutient la communauté Solana, je soutiens aussi la communauté Solana, je vous le dis sincèrement, parce que, encore une fois, Solana, c'est une entreprise à part de FTX, le pas de pause d'avoir été impliqué avec eux. Pour l'instant, Solana, on ne traite pas d'escroquerie, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais il souffre énormément et il souffre aussi de la chute du marché, hein, entièrement. Attention, tout le monde souffre de la chute du marché. Hein. Ce n'est pas simplement l'affaire FTX, c'est tout le reste. Il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Moi, je fais partie des... À part s'il y a des choses qu'on ne connaît pas chez Solana. Hein. Mais je pense qu'il va se remonter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire pour créer une concurrence. Voilà, Solana a été initialement créé pour concurrencer Ethereum, a été qualifié le tueur d'Ethereum, c'est ce qu'on disait à un moment donné. Hein. Malgré la nature compétitive de Solana, elle partage des objectifs similaires avec Ethereum, ce qui peut expliquer l'approbation du projet par Buterin aujourd'hui, puisqu'il y a la communauté, hein, qui bouge. Hein. Les deux blockchains prennent en charge les contrats intelligents programmables, permettant aux développeurs de créer des jetons personnalisés, des applications DeFi et des NFT. La stratégie originale de Solana consistait à viser un débit élevé. Solana prend en charge plus de 50 000 transactions par seconde, tandis qu'Ethereum prend en charge 17 transactions par seconde. Vous voyez, Solana était quelque chose qu'on a trouvé très utile à un moment donné, et que je pense... Il y a d'autres trucs très techniques, on ne va pas en parler ici, ça prendrait trop de temps, mais Solana n'est pas encore une entreprise qui est morte. Maintenant, pardon de tousser, hein. Toujours cette crève, et quand je parle beaucoup, ça m'impacte la gorge. Le Solana, maintenant,
Évidemment, le gros problème qu'il a, c'est que quand les fonds tombent, qu'il n'y a plus d'argent dans une entreprise, ça devient très, très, très compliqué. Voilà, ça, on le sait. Voilà, mais Solana, c'est pas à la base un mauvais projet. Enfin, c'est ce que je pense. C'est pas un mauvais projet. Donc, on verra s'il va tenir le choc. Je lui souhaite, en tout cas, qu'il tienne le choc. Hein. Je pense qu'il y a des gens derrière qui travaillent, qui sont solides, et en espérant que celui-ci ne s'écroule pas complètement. Faut-il racheter ou pas racheter dessus? Est-ce que c'est une zone de rachat ou pas? Évidemment que c'est les zones de rachat puisque c'est tellement bas, mes amis. Mais comme je me tue à le dire à longueur de temps, une zone de rachat peut être devenir une zone d'enterrement. Donc ça, on ne sait pas. Donc je pense que pour racheter dans ce genre de situation comme il y a, la Solana, tout ça, faut pas être simplement avide de vouloir gagner, gagner, gagner. Parce que, en règle générale, dans la finance, vous savez, tous les gens qui perdent beaucoup, c'est ceux qui sont très avides de vouloir tout le temps à tout prix gagner, 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 gagner. Et en réalité, c'est ceux qui perdent, 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 perdent. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ça, croyez-moi, j'ai des années d'expérience là-dessus. Hein. Il faut attendre un peu, il faut voir comment ça va se passer, voir comment la société va se redresser. Même si vous ratez le démarrage à un moment donné, il faut déjà attendre qu'elle se remonte un peu. Il faut voir comment vont repartir tous les marchés, mes amis. Tous les marchés vont rebouger. Et quand ils vont rebouger, eh bien, on verra. Parce que là, si on va voir sur le Solana, on va voir le graphique, vous voyez. Évidemment que nous sommes dans une zone de rachat. Vous voyez, il est parti là et nous sommes ici. Donc, tout ça, c'est oublié. Et maintenant, nous sommes vraiment en bas. Tous ceux qui ont acheté ici ont perdu une tonne. Nous sommes d'accord. Vous, vous rentrez dedans où vous étiez avant, évidemment, si vous rachetez là, ça va vous équilibrer, hein, tout ça, on connaît tout ça, mais ici, on ne sait pas s'il ne va pas tomber et donc d'un seul coup disparaître avec encore des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. En tout cas, aujourd'hui, il est à 9, je vais le regarder en une heure de temps, voilà, il est à 9,14, 9,14. Il peut venir chercher les 7 ici. Il peut très bien redescendre ici. Parce qu'attention, ici, on est en train de descendre, descendre, descendre. Hein. Ici, ça peut très, très bien redescendre encore en dessous. Je vais faire autre chose. Je vais mettre en une heure de temps. Voilà, je vais mettre en une heure de temps ici. Non, en journée, pardon, en journée, voilà, nous sommes ici. On avait cette zone ici que je m'étais indiqué et elle a cassé en dessous, vous voyez, donc on peut encore descendre. Moi, j'avais mis cette zone pour voir un peu comment il allait réagir. Comment il allait réagir, est-ce qu'il allait d'un seul coup peut-être repartir à un moment donné ou pas, et non, il continue, continue, continue à tomber. Alors, il faut voir aussi que notre marché aussi, il faut étudier un peu avec ce que fait le marché actuellement, et avec le BTC, hein, vous comparez avec le BTC pour voir un petit peu la démarche du BTC aussi. Si le BTC continue à descendre, lui, il va descendre encore. Hein. Donc on peut très bien venir ici, vous voyez, je vous ai mis une zone en pointillé, on peut très bien revenir chercher les 4 $. Hein. Voilà. Alors, tout ça parce que j'avais voilà, pris d'autres points de repère autre part. On peut très bien venir chercher les 4 $. Alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi on va attendre? On va attendre parce que s'il tombe ici, moi ici je dis très bonne zone de rachat dans ces cas-là. Moi je pense pas qu'il va mourir. Maintenant attention, je ne détiens pas la vérité, je ne vous fais pas de conseil en investissement et il peut disparaître. Il suffit de mauvaises news, qu'on rapprenne encore des choses qu'on n'a pas eues, parce qu'ils ont déjà eu pas mal de problèmes. Hein. Solana a eu pas mal de petits soucis déjà, on le sait, hein. Je ne vais pas leur remettre un coup sur la tête tout de suite là en les redisant, mais ils ont eu quelques soucis, mais beaucoup d'entreprises ont des soucis, et ils se remettent, et pour l'instant ils étaient toujours là. Bon, maintenant ça devient compliqué, vous voyez, on l'avait vu ici comme ça, je me demandais, ici on se demandait déjà, bon, est-ce que ça allait remonter, et puis non, ça a continué. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va s'arriver demain, ce qui va arriver demain. Donc, pour justement s'en sortir le mieux possible, eh bien, mes amis, on ne se presse pas, on se presse pas, on reste tranquille et on attend de voir justement, vous voyez, en une heure, je vais ralentir un petit peu ça, voilà, et ici, on va attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il veut continuer à descendre par ici, hein, vous voyez, hein, on a les 4 ici, hein, est-ce qu'il va continuer à descendre ici pour remonter, ou est-ce qu'il va descendre ici pour d'un seul coup, boum, il va rester comme ça une éternité. Il peut rester aussi sur ces zones-là et rester comme ceci pendant très 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 longtemps, on ne sait pas. Donc on fera au fur et à mesure, voilà. On avance. Une étude montre que les échanges non enregistrés alimentent la manipulation de marché. Voilà, j'avais mis ce petit article-là, parce qu'effectivement, un échange, on en revient toujours à la centralisation comment dire, aux choses qui sont enregistrées ou pas enregistrées, justement, qui sont contrôlées ou pas contrôlées, c'est toujours la même chose. On sera entièrement d'accord que quelque chose qui n'est pas enregistré, euh,
qui n'est pas, comment dire, contrôlé, enregistré, vous avez des grands risques. Vous avez des grands risques. Hein. Il y a des entreprises, alors je ne parle pas que de ce qu'ils disent eux là, hein, mais je vous mets l'article, vous allez le lire. Hein. Mais à partir du moment où ce n'est pas régulé, contrôlé, surveillé, vous pouvez avoir tous les risques de la planète. Il faut le savoir simplement. Hein. Et il faut surtout vous méfier ceux qui vous disent d'entrée qu'ils vont vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, c'est juste là où il faut faire très attention. Hein. On sait que nous sommes dans des, dans des, comment dire, dans des systèmes à risque, donc il y a risque et risque. Il y a risque qu'on peut essayer de prendre avec des entreprises qui vont être une entreprise qui va être normale, on va dire, et les risques qu'on va prendre avec une entreprise, on ne sait rien dessus, elle vient de démarrer, elle n'a pas d'expérience, il faut faire très attention, hein, et qui va peut-être disparaître après-demain. Donc il faut faire très attention. Allez, Coin Télégraphe nous dit quoi? Nick Carter plonge dans les preuves de réserve et classe les attestations d'échange, justement. Hein, voilà. Alors lui, l'avocat de Bitcoin, Nick Carter a publié une analyse approfondie des preuves de réserve d'échange centralisés et a classé les attestations fournies par certaines des plateformes de trading de crypto les plus importantes de l'espace. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je vous ai remis celui-ci. Vous avez un lien aussi où il vous donnera, Carter a publié, il a publié, je ne sais plus si je l'ai mis ici, voilà, c'est ce qu'il a publié ici, donc vous avez tout ça à lire, hein, donc il y en a beaucoup. Mais ça peut être intéressant. Bon, si vous n'êtes pas des pros de la chose, vous en foutez un peu. Mais les plateformes de trading de crypto Kraken et BitMEX sont en tête de liste selon Carter. Kraken qui a employé Armanino pour sa preuve de réserve donne aux clients un bon niveau de confiance qu'il y a de dettes cachées. Carter a également salué l'engagement de la plateforme de trading à effectuer des POR tous les 6 mois. D'accord. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on parle de preuve de réserve depuis très longtemps. On a vu avec Binance, hein, tout le cinéma que ça a fait avec Binance, en disant que bon, il donne une partie, euh, il donne la partie dans sa manière de faire, sa comptabilité, tout ça. Il donne une partie, celle qui l'intéresse, évidemment, qui va prouver à tout le monde qu'il est champion du monde, mais il ne donne pas une autre partie. Hein. Donc les dettes, etc. C'est une comptabilité, c'est pas si simple que ça. On la voit pas en une fraction de seconde, on doit l'étudier un petit peu pour comprendre ce que vaut l'entreprise. Donc c'est de ça qu'on parle là-dedans. Donc allez lire ça, hein, ça peut vous intéresser, c'est un peu technique, mais allez quand même lire ça. Voilà, vous mettrez le lien. Bitcoin Mining. Alors, le cofondateur et PDG de la ferme Bitcoin Mining, Bitfarm, Emilio Grodzki, démissionne. Bon, bah d'accord, hein, tant mieux, c'est bien pour lui. C'est pas bien pour lui peut-être, ou c'est bien pour lui. Je pense qu'il y a il y a sûrement quand il se passe ce genre de choses, il y a des petits trucs internes, hein, il y a des petites engueulades, des boulots qui sont peut-être pas à la hauteur. En tout cas, il démissionne, mais il n'est pas viré. Hein. Emilio Gorski, le cofondateur et PDG de la société minière canadienne Bitcoin Bitfarm, a démissionné selon un communiqué de presse, hein, du 29 décembre, mais il reste... voilà, il restera administrateur, hein, donc il n'est pas viré de la société. Il change de place, change de poste, ils mettent quelqu'un d'autre dedans, tandis que Bonta, c'est son associé. Hein, son associé. Voilà. Voilà, l'associé, donc Bonta deviendra président du conseil d'administration. Suite à la démission de Kroski, le président et chef de l'exploitation Geoffrey Murphy a été promu au poste de chef de direction. Bon, en gros, c'est les mêmes qui restent quand même dans le système. Après, pour savoir pourquoi il s'est passé des petites choses comme ça, bon, ça c'est compliqué quand on a eu l'habitude un peu d'être dans des systèmes comme ça où on gère, hein, dans les bureaux où on gère justement toutes les choses, il y a souvent aussi des petites tensions, des choses comme ça. Donc c'est souvent pour ça que les postes changent un petit peu et c'est lourd à porter dans une entreprise. Hein. Voilà, mais en tout cas, bon, voilà pour la news. Hein. Je vous mets des petites news comme ça qui, à la limite, on les aurait pas, vous en mourriez pas non plus, hein. Mais c'est le but de l'info. Après avoir frôlé la faillite, cette entreprise de minage crypto a vu son action grimper à 120%. Voilà les choses qui sont bonnes. Après avoir conclu un deal de 100 millions avec Galaxy Digital, Argo Blockchain a vu son action augmenter de 120%, atteignant 1 dollar. On en a déjà parlé dans le passé. Voilà, donc c'est bien, hein, puisque, alors selon Ashrat Index, d'autres capitulations se profitent à l'horizon, puisque la dette des sociétés de minage crypto cotées en bourse s'élève à près de 4 milliards de dollars. Hein, 4 milliards de dollars. Bon, ça, on en avait déjà parlé, mais vous allez lire, Argo Blockchain reprend pied, tant mieux, ça fait partie des bonnes news. Hein. Et sinon, on a le protocole Coty, il annonce un hard fork
réussi, donc c'est bien. Blockchain Protocol COTI, le protocole à l'origine du nouveau stablecoin de Cardano, a annoncé avoir mis à jour avec succès son réseau Multidag 2.0. La mise à niveau vise à faire passer son écosystème d'une infrastructure de devises unique à un réseau à plusieurs jetons. Le protocole DeFi derrière le nouveau stablecoin de JED de Cardano a annoncé le succès du Hardfork Multidag 2.0 visant à faire passer l'écosystème d'une infrastructure de devises unique à un réseau à plusieurs jetons. Coty a révélé le lancement du réseau principal le 29 décembre, au cours duquel Explorer 2.0 a l'application Bridge 2.0 ont également été déployées. L'équipe derrière un protocole a publié une déclaration indiquant « Ce lancement représente une étape massive pour l'industrie de la cryptographie ainsi que pour Coty, car Multidag 2.0 augmentera la croissance de l'adoption généralisée des paiements cryptographiques pour les entreprises qui n'ont pas encore adopté des solutions de paiement cryptographiques. La transition d'une infrastructure à devise unique vers un réseau multi-token est une étape passionnante pour nous et nous sommes heureux d'avoir votre soutien sur cette voie importante. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant. Si ça vous intéresse, vous allez creuser tout ça, mes amis. Et sinon, eh bien voilà, et sinon on termine notre petite revue de presse, on va dire, en 24 heures, on est rouge, hein, c'est la colonne du milieu, là, on voit bien toutes nos cryptos, hein, rouge. Aïe, 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 ça fait peur, et en 7 jours, si on regarde en 7 jours, si on avait un peu de vert, mais non, on a quand même beaucoup de rouge, on est sur les 100 premières là. Allez, je vous ferai demain, de toute façon, une vidéo sur ce qui a performé un petit peu cette semaine et tout ça. Voilà mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas fait, si en parler autour de vous, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir quand les gens cliquent dessus. Et sinon, à bientôt, portez-vous bien, d'autres vidéos dans la journée évidemment. On fait très attention à soi, la période est compliquée mes amis, compliquée. Mais si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes des champions du monde et ça, c'est super. Et vous verrez qu'on aura des meilleures époques, on aura des époques extraordinaires. Ça va venir. Patience, patience et patience. Après la tempête, le beau temps. Allez, ciao.